C'est le visage d'un homme qu'il ne fallait surtout pas provoquer. Au début des années 90, un garagiste de Rochdale allait faire exactement ça. Il s'est disputé avec une femme à propos d'argent et la situation a dégénéré. Il l'a bousculée et frappée au point de lui laisser le corps couvert d'ecchymoses. La police l'a arrêté, mais il n'a reçu qu'un simple avertissement. Cette arrestation pour agression allait très vite devenir le moindre de ses soucis, parce que cette femme avait un ami. Et cet ami, c'était Billy Isaac. 1,93 m, plus de 100 kilos, boxeur poids lourd professionnel. Crâne rasé, une larme tatouée sous un œil. Quelques jours après l'agression, une voiture s'est arrêtée sur l'aire du garage. La femme est sortie et Billy Isaac aussi. Quand le propriétaire a compris qui traversait sa cour, il était déjà trop tard. Il a saisi les seules armes à portée de main, une bêche et une clé à molette. À la fin de la nuit, l'un des deux hommes partirait en ambulance et l'autre passerait en jugement pour coups et blessures si graves avec intention. Avant que Billy Isaac n'apparaisse sur les radars de la police comme un vrai danger, c'était un gars de Stockport avec de l'avenir sur le ring. Il avait boxé en amateur et gagné la plupart de ses combats. Grand, avec un bon jab, il avançait sans cesse. En 1991, il est passé professionnel et est descendu à Londres, la terre promise. Son manager, c'était Gary Mason, ancien champion britannique poids lourd, l'un des cogneurs les plus redoutables que la Grande-Bretagne ait connu. Il essayait de guider la carrière du dur du Nord, mais le ring n'était qu'une moitié de l'histoire. Comme beaucoup de boxeurs avant lui, Isaac a compris où se trouvait le vrai argent. Ce n'était pas dans la boxe, c'était dans le milieu. Londres était une ville où un homme costaud, capable de se défendre, ne manquait jamais de travail. Porte, sécurité, protection, garde du corps, recouvrement de dettes, tout y passait. Et dans ce monde-là, une chose compte plus que tout, la réputation. Isaac s'en est forgé une terrifiante. Mais son activité ne se limitait pas à Londres. Il remontait encore souvent dans le Nord et il n'avait pas oublié ceux avec qui il avait grandi. Les ennuis avaient recommencé à cause de chiens. La femme tenait un chenil. Le garagiste, un homme que nous appellerons JF, était en conflit avec elle au sujet de frais de garde. Cela aurait dû se régler par un appel et un chèque. Mais d'après ce qui sera dit plus tard au tribunal, JF est devenu violent. Il l'a poussée et malmenée, lui laissant des bleus, sans lui rendre ce qu'on lui devait. Elle est allée voir la police. Ils l'ont arrêtée, lui ont donné un avertissement pour l'agression, puis l'ont relâché. Sur le papier, la loi avait fait son travail. Mais l'amie de Billy voulait toujours son argent, et cette fois, elle n'allait pas y retourner seule. Elle a pris son téléphone et a appelé l'homme le plus grand et le plus dur qu'elle connaissait. À Londres, Billy Isaac a tout annulé et a pris la route vers le nord. Quand il est arrivé à Rochdale, il n'était pas dans un bon état d'esprit. Ce matin-là, il avait entendu une nouvelle à la radio qui lui avait coupé les jambes. Une ancienne petite amie, coiffeuse à Marple, était morte. Elle avait pris un comprimé d'ecstasy et cela l'avait tuée. Donc l'homme qui s'est arrêté au garage de JF n'était pas seulement un boxeur poids lourd professionnel, c'était aussi un homme en deuil, en colère. Un très mauvais mélange. Selon sa propre version, il était venu comme protection pour la femme. Et JF, au moment où il a compris qui elle avait ramené avec elle, n'avait plus qu'un choix, tenir sa position. Il s'est armé, une bêche dans une main, une clé à molette dans l'autre. Ce qui s'est passé ensuite a nécessité plus de 24 points de suture et du fil chirurgical pour remettre sa mâchoire en place. Isaac dira plus tard qu'il pensait que JF allait lui envoyer la bêche, alors il a frappé le premier. Il a pris une bouteille de lait posée à côté et l'a éclatée sur sa tête. La bouteille a explosé, mais ça n'a pas empêché JF de viser Isaac avec la bêche. Dans la bagarre, Isaac lui a arraché l'outil des mains et l'a frappé jusqu'à le faire tomber au sol. À ce moment précis, un conducteur est entré sur l'aire du garage et s'est retrouvé devant une scène cauchemardesque. Il a vu le propriétaire à terre, couché sur le côté, et Billy Isaac debout au-dessus de lui, abattant la bêche sur lui. 3 ou 4 grands coups, frappés à pleine force sur la tête.
Quand tout s'est arrêté, le visage et le crâne de JF étaient ouverts et sa mâchoire était brisée. Il a dû être opéré d'urgence. Isaac est remonté dans la voiture, a déposé son ami, puis est rentré chez lui, dans le Surrey. Mais il ne pouvait pas disparaître après ça. Il y avait trop de témoins, et un homme à l'hôpital, la mâchoire attachée par du fil et le crâne recousu. Isaac est remonté de Dorking et s'est rendu de lui-même à la police du Lancashire. Sa version tenait en un mot: légitime défense. JF avait la bêche et la clé à molette, et il n'avait fait que se protéger, lui et son ami. L'affaire a été envoyée devant la cour criminelle de Burnley. Le jury l'a déclaré non coupable des coups et blessures moins graves, avec intention, mais coupable de l'infraction moins grave de coups et blessures graves. Le juge, Ian Webster, a examiné l'ensemble du dossier et a décidé que JF portait 50% de la responsabilité de ses propres blessures. Pour un homme laissé avec une mâchoire retenue par du fil et des dizaines de points de suture pour refermer sa chair, c'était une décision amère à avaler. Le manager d'Isaac, Gary Mason, a joué un rôle important. Il a écrit au tribunal et a dit que Billy était un garçon travailleur, qu'il avait un vrai avenir sur le ring et de gros gains devant lui. Le juge a été d'accord. Il a condamné Isaac à 180 heures de travaux d'intérêt général et lui a ordonné de verser 600 livres à JF, pas de prison. Selon le juge, c'était l'histoire de deux hommes qui avaient trop perdu leur sang-froid. Il a dit à Isaac qu'il avait été impressionné par sa manière de témoigner. Puis il a prononcé les mots qui planent sur tout ce qui a suivi. « J'espère que c'est la dernière fois qu'un tribunal vous verra, Monsieur Isaac. Je vous souhaite bonne chance. » Ce ne fut pas la dernière fois qu'un tribunal verrait Billy Isaac, loin de là. L'homme qui avait quitté Burnley avec des travaux d'intérêt général ne faisait que commencer. Pendant les années 90, son nom à Londres est devenu plus grand et plus sombre. Il dirigeait une société de sécurité. Il travaillait sur les portes. Il fréquentait les milieux où le travail n'a pas grand-chose à voir avec la sécurité. Il s'agit surtout de savoir qui a le droit de gagner de l'argent et qui doit payer pour ce droit. En 1995, il a aidé à organiser la sécurité lors des funérailles de Ronnie Kray dans l'East End avec Dave Courtney. Il a vécu un temps chez Courtney, à Camelot Palace. Courtney disait de lui que c'était un géant et un homme très dangereux. La presse l'a présenté comme un homme de main de la célèbre famille Adams, l'un des groupes criminels les plus puissants que Londres ait connu. Il a dit à un journal, sans la moindre fausse modestie, que la police le considérait comme l'un des 5 hommes les plus durs de la ville. Mais ce qui allait mettre Billy Isaac à la une de tous les journaux du Nord-Ouest, ce n'était ni une porte, ni une dette, ni une bagarre. C'était un meurtre. En 1995, une femme nommée Patricia Hayes a reçu 2 balles dans la tête pendant qu'elle dormait dans son lit. Cela s'est passé chez elle, sur Thornley Lane South, à Denton, juste à l'extérieur de Manchester. C'est son locataire qui l'a trouvée. Aucun témoin, aucune empreinte, aucune preuve scientifique. Rien n'avait été volé. Plus tard, l'accusation décrira cela comme une exécution menée avec un sang-froid et une froideur absolue, un travail de professionnel. Et la police est venue chercher Billy Isaac, parce que Pat Hayes n'était pas une inconnue pour lui. C'était la plus vieille amie de sa mère. Les 2 femmes, Hayes et Rita Isaac, se connaissaient depuis le début des années 80. Et la thèse de l'accusation était glaçante par sa simplicité. Rita Isaac, disait-il, devait hériter de la maison de Pat Hayes et aussi de sa propriété en Floride. Rita avait le mobile et Rita avait un fils d'1,93 m qui, selon eux, blessait des gens pour vivre. Rita comme Billy ont nié les accusations avec force. Il a dit à la presse: « Cela ne fait pas de moi un meurtrier, surtout pas le meurtrier de la meilleure amie de ma mère. » La manière dont la police l'a arrêté montre à quel point ils prenaient l'affaire au sérieux. Ils l'ont intercepté sur l'autoroute M40 dans une Toyota Supra appartenant à l'un de ces hommes, des policiers armés. Des points rouges de visée laser glissaient sur les hommes dans la voiture. Ils ont été extraits du véhicule, forcés à s'agenouiller, puis plaqués au sol, menottés sous la menace des armes, soupçonnés de complot en vue d'un meurtre.
Et au départ, la situation semblait mauvaise pour lui. Isaac avait dit à la police qu'il se trouvait dans des clubs de Londres la nuit où Pat Hayes avait été tué. Mais les relevés de son propre téléphone portable racontaient autre chose. Il le situait sur la route du Nord cette nuit-là, vers Manchester. Il a fini par admettre qu'il était monté à Manchester pour acheter de la drogue. Un homme avec son passé, ses relations, pris en train de mentir sur l'endroit où il se trouvait la nuit d'une exécution commanditée. Puis l'affaire a complètement basculé. Parce que c'est ce même téléphone qui l'a sauvé. Un témoin de la défense était passé devant la maison de Pat Hayes juste avant 23 heures. Et la voiture de la victime n'était pas encore dans l'allée, ce qui voulait dire qu'elle n'était pas encore rentrée. Ce qui voulait aussi dire qu'elle avait été tuée plus tard, vers minuit. Et à minuit, les relevés téléphoniques montraient déjà Billy Isaac sur le chemin du retour, roulant vers le sud, loin de Manchester. La preuve qu'il avait placée dans le viseur était devenue la preuve qui l'innocentait. Un juge a ordonné au jury de le déclarer non coupable. Après une année entière en détention provisoire, enfermé dans une cellule en attendant son procès, Billy Isaac a retrouvé la liberté. Sa mère Rita a elle aussi été blanchie de toute implication, mais elle a juré qu'elle ne renoncerait jamais à découvrir qui étaient les vrais responsables. Et le meurtre de Pat Hayes? Il n'a jamais été résolu. Billy Isaac n'est jamais resté longtemps loin des ennuis. En 2010, il s'est de nouveau retrouvé dans le box des accusés, cette fois pour avoir, selon l'accusation, tenté d'extorquer 2,5 millions de livres à un homme d'affaires. Il a été acquitté. Le boxeur Ricky Hatton a témoigné au tribunal et a dit qu'Isaac faisait honneur à ce sport. Finalement, Billy a quitté l'Angleterre et s'est installé dans une maison isolée de West Cork, dans le sud de l'Irlande. Et c'est là que tout s'est terminé pour lui. En 2013, Billy Isaac a été retrouvé mort chez lui. Il avait 45 ans. On pense qu'il est tombé en essayant de rentrer par une fenêtre de salle de bain, mais même la mort ne l'a pas laissé en paix. En 2018, sa tombe à Manchester, où il repose aux côtés de sa mère, a été ouverte 2 fois par des voleurs convaincus qu'il avait été enterré avec une fortune en bijoux. La police a dû faire exhumer le corps pour sécuriser l'endroit. Il n'y avait rien de valeur. Il n'y en avait jamais eu. D'une bêche levée sur une aire de garage à Rochdale, à une exécution jamais élucidée, puis à une tombe profanée à Blackley, Billy Isaac a mené une vie loin d'être ordinaire, et il est mort en laissant derrière lui plus de questions que de réponses.